Bonjour, je suis Dr Sanaweli, cardiologue et rythmologue à l'hôpital La Rapta. Je vais aborder avec vous et avec mes invités un sujet très intéressant et que nous confrontons de plus en plus dans notre pratique courante depuis la mise sur le marché des anticoagulants oraux directs ou les non-vitamine K anticoagulants oraux. Nous abordons dans cet épisode trois aspects: l'influence des AOD sur le bilan d'hémostase, la place du dosage de l'activité anti-10A s'il y en a, la conduite à tenir face à un saignement. Pour cela, je salue vivement professeur Sonia Mahjoub et professeur Hela Bakouche, toutes les deux professeurs en hématologie biologique à l'hôpital La Rapta, professeur Hela Bakouche spécialiste en troubles de l'hémostase et professeur Sonia Mahjoub spécialiste en transfusion sanguine. Pour faciliter notre débat, je vais vous présenter un cas clinique autour duquel nous allons discuter. Madame Fatma, âgée de 72 ans, hypertendue diabétique, suivie pour une fibrillation atriale paroxystique. Elle est à très haut risque thromboembolique puisque son score Schatz-Vask est à 4. Elle est à risque hémorragique modéré puisque son score Hasbleit est à 2. Elle a été mise sous Syntran. Durant le suivi, nous avons remarqué que son INR est labile et son temps dans la marge thérapeutique n'est que de l'ordre de 45%. Nous avons alors décidé de la mettre sous anticoagulant oraux direct. Nous avons attendu jusqu'à ce que l'INR atteigne la valeur de 2 pour les introduire. Nous avons utilisé comme molécule le rivaroxaban à la dose de 20 mg et avec une prise durant les repas. Docteur Bakouche, est-ce qu'il faut surveiller l'efficacité biologique des AOD et est-ce qu'il y a des tests biologiques d'hémostase pour surveiller leur efficacité? La réponse est non. Les AOD ne nécessitent pas de surveillance biologique comme c'est le cas des héparines et des AVK. Ceci est d'abord lié à la bonne prédictibilité de leur effet et à leur marche thérapeutique large. De plus, les différents essais cliniques de phase 3 ayant évalué le rapport bénéfice-risque de ces médicaments ont été conduits sans monitoring, et ce, quelle que soit l'indication et même aux doses curatives. Donc, une surveillance biologique de tous les patients sous AOD n'a aucun fondement. Néanmoins, une appréciation du niveau d'anticoagulation peut être d'une aide potentielle pour le clinicien dans certaines situations, notamment lors d'un syndrome hémorragique ou avant un acte invasif urgent. Donc, aucun bilan biologique d'hémostase n'est nécessaire pour surveiller ces patients. Par contre, il faut surveiller la fonction rénale, il faut faire des dosages de la créatinine sanguine et calculer la clairance de la fonction rénale. Nous suivrons la règle de 10, c'est une règle facile. Plus la fonction rénale est altérée, plus le patient doit être monitoré. Par exemple, si mon patient a une clairance de 60 ml par minute, 60 sur 10, c'est 6, je surveillerai mon patient tous les 6 mois. S'il a une clairance de la créatinine à 40, je surveillerai mon patient tous les 4 mois. Donc, il faut diviser la clairance de la créatinine par 10 pour avoir le nombre de mois entre les dosages de la créatinine sanguine. Je continue mon observation. Un bilan d'hémostase a été demandé chez cette patiente par son ophtalmologue et ceci avant une chirurgie d'une cataracte et on trouve un INR à 2,5. Comment vous interprétez cela, Dr Bakouche? Cette valeur d'INR est tout simplement ininterprétable. D'abord, il faut savoir que tous les AOD interfèrent avec les tests d'hémostase, particulièrement ceux qui sont basés sur la mesure d'un temps de coagulation, qu'il s'agisse de tests de coagulation de routine ou du dosage des protéines de la coagulation. Et l'importance de cette interférence dépend de plusieurs facteurs. Il y a d'abord le médicament, c'est-à-dire son type et sa posologie. Il y a aussi le délai entre le prélèvement et la dernière prise, parce que l'effet anticoagulant peut être plus modeste quand le prélèvement est réalisé avant la prise, c'est-à-dire aux concentrations résiduelles du médicament. Elle dépend aussi des paramètres d'hémostase étudiés et pour un même paramètre de la sensibilité du réactif utilisé. Concernant l'hexaban, de par leur effet anti-10A, ils allongent davantage le temps de quick que le TCA, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Mais là aussi de manière variable en fonction du type d'hexaban et en fonction du réactif utilisé. Et à titre d'exemple, le rivaroxaban est celui qui allonge le plus le temps de quick comparativement aux autres molécules, c'est-à-dire l'apixaban et l'édoxaban. Donc, un allongement du temps de quick et par conséquent une valeur d'INR élevée chez une patiente sous rivaroxaban peut être observé, mais cela ne reflète en aucun cas une situation de surdosage.
La seule information qu'on peut en déduire, c'est la présence du médicament dans le plasma. Et donc, il convient de ne pas demander de bilan d'hémostase systématique pour éviter justement les interprétations erronées et les errances diagnostiques. Et si nous revenons au cas de cette patiente, il s'agit d'une chirurgie de la cataracte, donc c'est une chirurgie qui est programmée et qui est classée à faible risque hémorragique. Donc il n'y a pas lieu de demander un bilan d'hémostase, mais il faut respecter les délais d'arrêt préconisés. Si l'INR atteint des valeurs supérieures, par exemple si j'ai un INR à 4, est-ce qu'on doit arrêter les AOD? Est-ce que mon patient est à haut risque hémorragique? Franchement, un INR à 4, ça fait peur pour un chirurgien ou un médecin. Pourtant, on utilise des médicaments, soi-disant, qui n'interfèrent pas avec le bilan d'hémostase. On ne peut pas se baser sur la valeur du TP ou sur la valeur de l'INR pour évaluer le risque hémorragique ou pour décider de l'arrêt du traitement anticoagulant, parce que ces valeurs varient d'un individu à un autre et même chez un individu donné. Et ce, compte tenu de la variabilité interindividuelle des taux plasmatiques du médicament, de la variabilité de la réponse du temps de Quick en fonction du moment du prélèvement et en fonction de la sensibilité du réactif utilisé. Autrement dit, deux individus ayant la même concentration d'AOD, comme vous pouvez voir sur cette figure, peuvent avoir des valeurs d'INR tout à fait différentes. Toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors d'un syndrome hémorragique ou avant un geste invasif urgent, on peut recourir, sur la base d'un dialogue clinico-biologique bien solide, au dosage spécifique du médicament, en dosant l'activité anti-10A spécifique du rivaroxaban. Et l'activité anti-10A des Xaban, de façon générale, peut être aisément mesurée sur de nombreux automates d'hémostase disponibles et commercialisés en Tunisie, mais il est vrai que ces tests nécessitent ou font appel aux mêmes réactifs que ceux utilisés pour le dosage de l'activité anti-10A, mais ils nécessitent une configuration particulière de l'appareil, une calibration avec des étalons spécifiques et des contrôles spécifiques à chaque type d'AOD. Les résultats sont obtenus à partir d'une droite de calibration établie à l'aide d'étalons contenant des concentrations différentes de rivaroxaban et sont exprimés en concentration dite pondérale, c'est-à-dire en nanogrammes par millilitre. Et il est très important que cette prescription soit faite en concertation avec le biologiste, parce que si la courbe de calibration des héparines est utilisée de façon erronée pour mesurer l'activité anti-10A du rivaroxaban ou de n'importe quel autre xaban, les résultats sont systématiquement surestimés et nous obtenons des valeurs très élevées, supérieures à 1,5 unités par millilitre. Et il faut souligner aussi qu'à ce jour, il n'existe pas de cutoff validé associé au risque hémorragique et que nous raisonnons sur une fourchette de concentration attendue. Et cette fourchette dépend encore une fois du type du xaban, de l'indication thérapeutique, c'est-à-dire si on est dans un contexte de fibrillation atriale ou dans un contexte d'un traitement curatif d'une thrombose veineuse, et dépend du moment du prélèvement par rapport à la dernière prise. Donc si on est au pic ou si on est en résiduel. 9 mois plus tard, la patiente consulte aux urgences pour une hémorragie digestive avec déglobulisation à 7 grammes par décilitre. Le taux de plaquettes est à 100 000 par millimètre carré. La patiente a une pression artérielle à 90-50 mm de mercure, alors qu'elle est hypertendue et elle est tachycarde à 110 battements par minute. Docteur Mahjoub, à côté du traitement mécanique ou étiologique, comment on doit gérer le saignement majeur de cette patiente? Alors, pour prendre en charge en fait cette patiente, il va falloir en fait tenir compte de deux grands axes, deux grands piliers, le type du syndrome hémorragique et le couple patient-traitement. Alors, il faut bien typer en fait le syndrome hémorragique. Il y a 3 types de syndrome hémorragique. Il y a les syndromes hémorragiques mineurs à type de spotting, donc ce sont des petits saignements. Il y a des saignements qui sont majeurs. Il y a des saignements qui peuvent engager le pronostic vital ou ne pas engager le pronostic vital et on va les redéfinir. Et puis également, il faut en fait faire attention au couple patient-traitement.
c'est-à-dire bien interroger la patiente en fait par rapport à la dernière prise dans son traitement, parce que vous allez voir qu'on va en tenir compte par rapport à la prise en charge. S'assurer rapidement de sa fonction rénale et puis rapidement s'enquérir, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont influencer la concentration du médicament. En l'occurrence, on va chercher s'il y a d'autres médicaments qui vont interagir avec notre traitement, donc notre AOD, et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vont perturber l'hémostase et essentiellement la prise d'anti-agrégants plaquettaires. Là, on rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un saignement majeur? Parce qu'il ne faut pas paniquer devant tout syndrome hémorragique. On ne classe un syndrome comme saignement majeur que si on a une altération des constantes vitales, s'il y a un saignement dans un site critique, en l'occurrence donc un saignement intracrânien, ou s'il y a une déglobulisation de plus de 2 grammes par décilitre. On rappelle que pour notre patiente, les constantes vitales ont été touchées puisque la tension donc, elle est abaissée à 9,10 et qu'elle a déglobulisé de plus de 2 grammes. Donc, on est sur un saignement majeur. Alors, devant un syndrome hémorragique chez un patient sous AOD, on rappelle qu'on doit vérifier donc, la dernière prise donc, du traitement et puis lancer rapidement un bilan d'urgence. Donc, une hémoglobine pour voir s'il y a une déglobulisation, une créate pour voir s'il y a donc une insuffisance rénale pour pouvoir intervenir, et un bilan d'hémostase, et là, on pense à un TP. On rappelle qu'un TP normal sous rivaroxaban, il est peu probable que le syndrome hémorragique soit imputable aux médicaments. Donc, devant ce syndrome, ce saignement mineur, on va soit retarder, soit sauter la prochaine prise. Vérifier rapidement la prise de traitement concomitant et discuter avec le patient le choix de ZAOD, parce que certains patients peuvent en fait être mauvais observants devant ces saignements mineurs qui peuvent perturber donc, sa vie quotidienne. Alors maintenant, si devant un saignement majeur sans risque vital, alors il y a un ensemble d'interventions qu'on va réaliser. Essentiellement, donc, il va falloir réaliser une hémostase locale, voire chirurgicale, donc chercher le site de saignement pour pouvoir donc, essayer de tarir le saignement. Si la prise elle est moins de 4 heures, pensez à donner du charbon parce que ça peut atténuer donc, ça peut atténuer l'absorption du médicament. Également, si le patient il est sous dabigatran, pensez à soit donner des diurétiques, soit favoriser donc lancer une séance d'hémodialyse parce que ça peut donc favoriser l'élimination de ce médicament, mais ça ne marche qu'avec les dabigatrans. Si le patient a une thrombopénie, on peut également proposer une transfusion de plaquettes pour tarer ou prendre en charge dans ce syndrome hémorragique. Éventuellement également, quand on est face à une déglobulisation, on peut transfuser le patient. Donc, on rappelle que chez un sujet âgé, les nouvelles recommandations insistent sur le fait qu'on ne transfuse qu'un seul CGR et on réévalue. Également, dans la panoplie de traitement, on peut proposer l'acide tranexamique, qui est donc, on peut le donner par voie intraveineuse ou par voie locale. Si le syndrome, maintenant, on est face à un syndrome majeur avec risque vital, techniquement, on doit proposer les antidotes, mais bon, en Tunisie, on n'a pas ces produits. Donc, on peut proposer soit le PPSB, soit les produits, donc les facteurs activés, le PCC activé, soit le Novo7, mais ça, on le propose qu'au dernier recours. Ces médicaments, il faut faire attention quand on va les utiliser. Il faut toujours peser le pour et le contre parce qu'on peut basculer vers le risque thromboembolique. En tout cas, faites attention, le PFC et la vitamine K n'ont pas de place dans la prise en charge d'un syndrome hémorragique sous AOD parce qu'ils ne sont pas efficaces. Donc ici, pour revenir à notre patient, c'est une patiente âgée qui n'a pas de thrombopénie. Donc ce qu'on va proposer, c'est une hémostase locale essentiellement et une transfusion. Si ça ne marche pas, on pensera au PPSB. Les messages qu'on peut retenir donc à partir de notre observation, c'est essentiellement d'élaborer des procédures locales. Et on insiste sur la standardisation des procédures. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Donc, un dialogue doit être instauré entre les cardiologues, les urgentistes, les hématologistes et les réanimateurs de chaque site pour établir et créer en fait des algorithmes qui doivent être diffusés pour que la prise en charge soit standardisée. Insister sur le fait qu'il faut une bonne analyse de la situation clinique parce que ça nous permet en fait d'intervenir rapidement. Et rappeler qu'un bilan d'hémostase perturbée n'est pas dû forcément à la prise des AOD, donc il ne faut pas se précipiter à arrêter le traitement. Également, insister sur le fait qu'une surveillance de la fonction rénale est importante parce qu'elle va nous permettre en fait d'adapter les doses et qu'un rétablissement d'un bilan d'hémostase correct n'entraîne pas forcément une amélioration de la situation clinique. Merci, Dr Mahjoub. Merci, Dr Bakouche, pour votre intervention et vos éclaircissements. Toujours, la fibrillation atriale doit être prise en charge par
un team, par une équipe. J'insiste sur la prise en charge multidisciplinaire. Tous les intervenants doivent faire partie de cette prise en charge. C'est une pathologie complexe qui nécessite l'aide et la contribution de tous. Merci à vous tous. Au revoir et au prochain épisode avec la STCV Educational Channel et au prochain épisode. Merci à vous.